Allez, on passe à notre second débat de société qui est volontairement, vous le savez, décalé de l'actualité du jour. Il est consacré ce soir à l'écriture inclusive. Faut-il triturer la langue? Je reprends, et c'est pas la première fois dans cette émission, l'expression du ministre de l'Éducation. La question, elle se pose de nouveau après la décision du dictionnaire Le Robert d'intégrer dans sa version numérique le pronom « iel ». Reportage de Yann Effelé avec des sénateurs divisés. Elle est quasiment inutilisée et pourtant la formule iel suscite le débat. Ces 3 lettres, les adeptes de l'écriture inclusive aimeraient les voir devenir un nouveau pronom personnel. Contraction de il et elle, le mot désigne une personne sans distinction de genre. Une polémique est née lorsque le dictionnaire Robert décide de l'intégrer à son édition en ligne le mois dernier. Au Sénat, les parlementaires sont majoritairement contre. Cette pseudo-modernité qui consiste à proposer des trucs que je trouve un peu saugrenus dépasse mon quotient intellectuel et m'agace. Si on arrêtait le ridicule dans ce pays, ça ferait pas de mal. Hein. Si on s'occupait des vrais problèmes des gens, Yel. Qui va comprendre ce que ça veut dire? Non, mais vraiment. Mais... La volonté d'utiliser cette contraction ne me choque pas du tout. Je pense que la langue, elle vit avec une société et les crispations identitaires en la matière n'ont pas lieu d'être. Moi, je ne comprends pas l'écriture inclusive. J'arrive pas à l'écrire, j'arrive pas à la lire. Depuis 2017, l'écriture inclusive est interdite dans l'ensemble des actes administratifs. Il y a 6 mois, cette mesure est élargie à l'école. Une circulaire bannit l'usage du point médian des enseignements scolaires. À cette occasion, un débat houleux a opposé les sénateurs. Il me paraît dangereux de sacrifier l'apprentissage de l'écriture et de la lecture sur l'autel de l'instrumentalisation de notre langue à des fins idéologiques. Les féministes du moment sont toujours radicales et excessives. Et les bonnes féministes, celles qui ont eu raison, c'est celles d'avant. Eh bien écoutez, bonne croisade, bonne bataille, pendant ce temps-là, la langue évolue. L'Académie française alerte-t-elle d'un danger de péril mortel pour la langue française face à la diffusion de l'écriture inclusive? Et je vous présente mes invités. Eliane Viennot, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeure émérite de littérature de la Renaissance, historienne des relations de pouvoir entre les sexes. Vous publiez En finir avec l'homme, chronique d'une imposture. C'est aux éditions X. Lila Braunschweig, bonjour, bienvenue. Vous êtes chercheuse en théorie politique. Vous publiez Neutriser émancipation, au pluriel, par le neutre dans la collection Trans, aux éditions Les Liens qui libèrent. Brice Couturier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, essayiste. Votre livre, c'est OK Millennials, l'enquête d'un baby-boomer sur les mythes de la génération woke. C'est chez quel éditeur déjà? C'est à l'Observatoire. À l'Observatoire, merci, j'avais pas l'information. Avec nous en visioconférence, Olivier Pacaud, ancien enseignant, sénateur de l'Oise, rattaché au groupe LR. Bonsoir à vous aussi, Mathieu Croissando. Et toujours à mes côtés, évidemment. Alors, on va élargir notre débat à la question de l'écriture inclusive, de l'évolution de la langue, de ce que la langue dit d'une société, évidemment. On a 40 minutes pour le faire. Mais quand même, votre point de vue sur cette décision du Robert en ligne, fallait-il intégrer Yel, ce pronom personnel? Je commence avec vous, Eliane Viennot. Je crois que le Robert fait son travail, comme d'autres dictionnaires qui, chaque année, intègrent entre 20 et 30 mots nouveaux, et en enlèvent autant à peu près. Et donc, voilà, pour moi, cette polémique-là, la discussion sur est-ce que le Robert avait raison de le faire ou de ne pas le faire, c'est une polémique complètement artificielle. Pourquoi? Et comment vous réagissez au fait que le Robert ait pris cette décision? Vous dites qu'il y a autre chose qu'une polémique artificielle, il y a des symboles derrière? Bien entendu, quand on essaye d'attenter à la langue et de la tripatouiller, c'est qu'on a des arrière-pensées. Ce pronom nouveau, ce néopronom, comme on dit en anglais, n'est d'aucun usage. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un auprès de vous parler de quelqu'un d'autre en disant « Yel » ? Non, bien entendu. Donc c'est imposer un mot nouveau à un public qui n'en peut pas. Normalement, le rôle du dictionnaire, c'est d'enregistrer les usages, pas de les forger, pas de les imposer. Or, c'est ça qui est derrière, bien entendu. Donc vous dites que quoi, c'est une décision presque, je sais pas, idéologique de la part du Robert? Bien entendu, ça veut dire qu'il y a une offensive woke dans les médias français, dans l'édition française, dans l'université française. Elle vise, les woke sont persuadés que la langue est le véhicule principal de l'idéologie et de la domination, puisqu'ils cherchent la domination et le pouvoir partout. Par conséquent, ça fait longtemps qu'ils avaient la langue en vue. Ils attaquaient la langue parce qu'elle était le réservoir d'une idéologie qu'ils détestent. Là, ils essayent pour un marxiste, c'est extraordinaire, c'est un extraordinaire renversement. L'idée
qu'une superstructure comme la langue puisse transformer la société, c'est-à-dire les rapports de production, ça montre que ces gens sont des idéalistes fous. Les marxistes avaient compris depuis longtemps que c'est le contraire qui se passe, que c'est les rapports de production qui déterminent les superstructures et non l'inverse. Pas sûr d'avoir en face de moi des idéalistes folles, mais j'aimerais entendre votre réaction, Lila Braunschweig. Oui, il me semble que, contrairement, je crois, à ce que vous dites, il y a un usage du pronom Yel, peut-être que pas forcément autour de vous, mais si le Robert a pris la peine de l'insérer, c'est, il me semble, pour répondre oui, à un usage de personnes qui ne se reconnaissent pas dans la binarité homme-femme et qui ont besoin en fait d'un nouveau pronom parce que les pronoms il et elle, donc la troisième personne du singulier et du pluriel en français, ne donnent pas cette opportunité-là de se reconnaître au-delà de la binarité. Et moi, je connais des gens qui l'utilisent, donc peut-être voilà, des distinctions. Il faut les présenter à tout le monde parce qu'on les cherche. Ça fait plus de 10 ans que ça s'utilise. Donc il y a plusieurs usages. Moi, je l'ai jamais entendu. Oui, non, mais c'est mon témoignage personnel. Comme le dit le Robert, c'est un usage rare, oui. Mais tous les mots qui sont intégrés nouvellement dans un dictionnaire sont forcément rares, puisque sinon ils auraient été intégrés dans les années précédentes. Je vais vous redonner la parole tous les gens après. qui font de la lexicographie ont remarqué que ce pronom est utilisé depuis au moins une dizaine d'années. Olivier Pacot, vous nous écoutez en visioconférence et évidemment vous voulez réagir. On reste pour l'instant sur ce pronom Yel et puis ensuite on élargira le débat encore une fois. Écoutez, sur le pronom Yel, je vais être franc avec vous, je reçois 200 à 300 mails par jour et une dizaine de courriers. Eh bien, pour être très franc, j'ai reçu mon premier courrier avec le mot Yel aujourd'hui. C'était l'invitation d'une commune qui s'appelle Le Ménil-Terribus pour une soirée festive. Donc, je dois être déconnecté de la réalité de certaines ou de certains, mais très honnêtement, je ne connais personne autour de moi qui utilise ce pronom. Quant à l'écriture inclusive, très objectivement, elle me semble là aussi hors du champ du quotidien de l'immense majorité des gens. Le but de l'écriture, comme de toute mode de communication, c'est de communiquer. Le but de l'écriture inclusive, ce n'est pas de communiquer. Le but de l'écriture inclusive, c'est d'affirmer une cause, de combattre pour une cause qui est fort noble, qui est l'égalité homme-femme, mais à mon avis, il y a une divergence de fonctions et l'écriture inclusive se plante totalement. Je suis élu d'un canton qui est très prolétaire, entre guillemets. Personne, je vous dis bien, personne n'utilise l'écriture inclusive. Le bon sens, ce n'est pas l'écriture inclusive. Et je ne connais aucune maîtresse ou aucun enseignant en cours préparatoire qui souhaiterait planter ou plonger sa plume dans l'encrier de l'écriture inclusive, pour apprendre à ses élèves à lire. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, pardon de vous interrompre, Olivier Pacot. Je ne sais pas si vous allez être l'arbitre de ce débat. Peut-être que ça... Alors, sur le pronom Yel, en tout cas, moi je pense qu'une langue, c'est une matière vivante. Donc il y a des noms qui sortent, il y a des noms qui rentrent, il y a des noms qui se réinventent. Et de ce point de vue-là, je ne défends pas une langue figée. Et qu'un nom comme Yel rentre dans le dictionnaire, ça ne me choque pas. Un dictionnaire, c'est précisément plein de noms compliqués dont on ne connaît pas la signification. Et c'est fait pour ça. Après, se pose la question des usages. Et c'est ce qui distingue les langues vivantes des langues mortes. C'est une langue vivante, c'est une langue où il se passe quelque chose. Est-ce que ce terme est usité, comme on dit dans les dictionnaires, ou peu usité? Est-ce qu'il sera... C'est l'usage. On verra si c'est l'usage qui en fera un nom légitime, entre guillemets, ou non. Mais il a sa place dans le dictionnaire à partir du moment où, même si certains l'utilisent, un dictionnaire, c'est quand même plein de mots compliqués dont on ne connaît pas la signification, encore une fois. Mais il ne faut pas être complètement naïf non plus. C'est vrai qu'il y a une volonté politique derrière, de politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de vouloir affirmer un combat, une identité, ses idées dans la cité, dans la cité, et que ce pronom-là, il est le produit de ça. Des gens, comme vous l'avez dit, qui ne se reconnaissent pas dans la binarité et qui en font une revendication, c'est-à-dire qu'ils disent on n'existe pas dans la langue, donc on n'existe pas dans la société, en gros, si je caricature un peu. Or, on veut exister, donc il y a une volonté d'affirmation. Oui. Alors, votre réaction à l'argument d'Olivier Pacot sur le fait de peut-être complexifier la langue inutilement? Alors, mon problème général dans ce débat, c'est que la plupart des gens qui parlent de l'écriture inclusive ne savent pas de quoi on parle. Moi, personnellement, j'écris des livres entiers depuis des années en écriture égalitaire, qu'on peut appeler non sexiste, qu'on peut appeler non discriminante, qu'on peut appeler inclusive. Et des grands éditeurs, les plus grands éditeurs les acceptent. Quand on parle d'écriture inclusive, c'est peut-être le point médian, c'est ça? Oui, mais ça, c'est vraiment
C'est minime, en fait. J'oserais pas dire peanuts, mais c'est si on parlait français. Voilà, parlons français. Dans le programme, si je puis dire, de nous débarrasser des usages sexistes de notre langue, eh bien, c'est rien du tout. Ce n'est qu'une abréviation, le point médian. C'est une abréviation qui a été proposée après plusieurs autres pour remplacer les parenthèses, le E entre parenthèses, parce que dans un pays qui se veut égalitaire, qu'on mette la marque du féminin entre parenthèses, ce n'est pas correct. Hein, bon, ce qu'on met entre parenthèses dans un discours, ça n'a pas le même statut que ce qu'on met hors de la parenthèse. Donc on cherche depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans à remplacer cet usage de la parenthèse qui n'a pas été inventé par les féministes, mais par le ministère de l'Intérieur, sans doute dans les années 60. Vous voyez, cette parenthèse. Donc, et par ailleurs, on n'est jamais obligé de faire des abréviations. Vous voyez, on peut écrire les Français et les Françaises en toutes lettres. De même qu'on peut écrire monsieur en toutes lettres et pas M. point. Donc le débat s'est focalisé là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement abandonner ce point médian Mais non, il est très utile dans certains usages, de même que dans tous vos formulaires. Nous avons l'habitude de voir des formulaires avec des E entre parenthèses. Vous êtes français, entre parenthèses E, marié, entre parenthèses E. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur communique comme cela. Donc arrêtons de fantasmer sur ce point médian et remarquons que le français peut être parlé ou écrit de manière égalitaire sans avoir d'ailleurs à inventer rien du tout. Hein, puisque les ressources sont là depuis des siècles. Depuis des siècles, on sait faire des accords autrement qu'avec le masculin qui l'emporte sur le féminin, vous voyez. C'est intéressant, vous avez employé le mot fantasmer, parce que Brice Couturier, vous dites effectivement, vous, c'est pas un fantasme, c'est une sorte de révolution culturelle, je reprends vos termes, qu'on veut nous imposer. Mais oui, parce que ça nous vient des États-Unis. Ça fait déjà longtemps qu'aux États-Unis, les néo-pronouns, je cite, dze, dzir, fae, faer, xe, xir, etc. Et il y en a une trentaine. Hein. À un moment, Facebook proposait une trentaine de pronoms. Et vous savez que maintenant, dans les milieux woke américains, chez les étudiants en particulier, quand on se présente, on doit dire ses prénoms. C'est-à-dire que si vous reconnaissez dans le fait que votre genre coïncide avec votre anatomie, vous êtes he et him pour un garçon et she et her pour une fille. Alors après, il y a tous ceux qui ne se reconnaissent plus dans cette distinction et qui pensent que leur anatomie ne les programme pas à avoir un genre particulier. Et évidemment, derrière cette introduction d'un mot nouveau dans le dictionnaire, il y a toute l'idéologie woke. Je remarque en passant que le mot woke, lui, est maintenant d'usage courant. Et bizarrement, il ne rentre pas dans le dictionnaire, lui. Parce qu'évidemment, le mot woke, il est politiquement... Il circule pas mal, le mot woke. Il est partout dans les médias aujourd'hui, alors que le mot yel n'est nulle part. Et ça montre bien qu'il s'agit... On pourrait dire conscientiser, quoi. Voilà, le mot, moi c'est comme ça que je le traduis, conscientiser. Mais le mot woke, lui, il est d'usage courant et il ne rentre pas dans ce dictionnaire. Je remarque que le lexicographe du Larousse, aujourd'hui, a déclaré que c'était une erreur de rentrer le mot yel. Le Larousse ne le prend pas. Il faut le dire les choses, c'est une petite provocation que d'introduire des pronoms nouveaux pour faire rentrer dans l'esprit des gens qu'on va... Et surtout, ce qui me choque, c'est l'idée qu'on va transformer et rétablir une égalité entre les sexes à partir d'un tripatouillage de la langue. Il faut être d'une naïveté. C'est en rééquilibrant les salaires qu'on va équilibrer les rapports entre les sexes. C'est pas en changeant la langue et en la tripatouillant. Sur ce que vous dites est l'exemple américain, avec un exemple, c'est la fille Nanani qui est dans une école de cinéma aux États-Unis et effectivement a été très surprise, c'est une Française, de ce que vous décrivez. Et elle me dit, c'est un témoignage, alors je peux vous dire, elle est forte dans ses combats, etc. Mais elle dit, mais ça m'a gêné de devoir me définir finalement par mon genre ou par ma sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque quand même ? Je crois qu'il est important quand même de déplacer un peu le débat des États-Unis. Il y a beaucoup d'autres langues et beaucoup d'autres pays qui s'intéressent à la binarité dans la langue, qui proposent d'autres pronoms. On a un pronom en suédois qui est un pronom neutre depuis des dizaines d'années. Voilà, et sur la question des évolutions du genre et des identités de genre, les États-Unis font partie des pays qui sont touchés par ces transformations, mais quand on regarde par exemple à l'état civil, on a des introductions d'identités, de nouvelles identités donc autres ou neutres à l'état civil qui n'ont pas forcément commencé par les États-Unis, qui ont commencé, voilà, par exemple, il y en a maintenant en Allemagne depuis quelques années,
États-Unis. Voilà, donc je pense que ce focus sur les États-Unis est peut-être pas la meilleure idée. Olivier Pacot, je vous vois vouloir réagir, donc je vous donne la parole, allez-y. Oui, alors bon, j'ai été un petit peu gêné quand on nous a dit que en fait on comprenait pas de quoi il s'agissait, l'écriture inclusive. La politisation des questions linguistiques, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. 1539, l'édit de Villers-Cotterêts, où François Ier veut que ce soit le français qui soit utilisé pour les actes administratifs, ou les hussards noirs de la République qui, au début de la Troisième République, vont bannir le patois de leurs écoles. Mais là, il y avait un but très clair, aussi bien en 1539 qu'à la fin du 19e siècle, c'est que tout le monde se comprenne mieux, que les petits Français, que les Français se comprennent mieux. Là, on est dans une démarche qui est totalement militante, idéologue, et très objectivement, présenter la langue française comme un outil ou un symbole de l'asservissement de la femme, de sa martyrisation. Où va-t-on ? On est quand même au pays et à la langue de l'amour, du roman courtois, où tant de plumes ont magnifié la femme. Moi, objectivement, je ne peux pas imaginer une fable de La Fontaine, un poème de Baudelaire, une nouvelle de Maupassant, un dialogue d'Audiard. Un dialogue d'Audiard à l'écriture inclusive, c'est pas possible. On marche sur la tête. Et tout à l'heure, vous nous avez donné 6 ou 7 témoignages de sénateurs qui venaient de tous les bords politiques. Que vous puissiez vous on est hors sujet tout le temps. Entendre. Pourquoi vous dites on est hors sujet? Mais personne n'a jamais proposé. Personne n'a jamais proposé, monsieur, et on le répète là, partout où on peut le dire depuis 5 ans, de réécrire les classiques ou de réécrire les choses qui ont été signées par une personne. Moi, je suis la première à adorer les fables de La Fontaine et je ne veux pas qu'elles soient réécrites, monsieur. Je vous rassure, je ne veux pas qu'elles soient réécrites. Et les gens qui se sont amusés à réécrire une fable de La Fontaine, ce ne sont pas les personnes qui sont favorables à l'écriture inclusive. Ce sont d'autres personnes. Vous voyez, le corbeau et la corbelle, là. Il y a toujours plus radical. C'est absurde. Nous avons besoin, pour les textes d'aujourd'hui... Donc ça veut dire que vous êtes desservis par ceux... ceux qui font des caricatures et qui entretiennent, qui ont créé cette polémique de toutes pièces depuis 4 ou 5 ans, alors que notre problème, il est facile à résoudre. Nous pouvons parler de manière absolument égalitaire en recourant aux ressources traditionnelles du français. C'est ça notre usage. Vous modifiez. Attendez, l'écriture inclusive, c'est pas dans les ressources du français. C'est quelque chose que vous avez inventé tout récemment, madame. Sur le point médian, une fois de plus. Ce n'est pas ça l'écriture égalitaire. Ce n'est pas ça l'écriture non sexiste, ni le langage non sexiste. C'est d'une grande mauvaise foi, madame. Je suis désolé, mais l'écriture inclusive, il s'agit d'une réécriture et d'une réforme de la langue. Et d'une réforme de la langue qui est prônée par une minorité. Et le problème politique... Vous n'avez rien entendu de ce que je vous ai dit. Le point médian, c'est une méthode pour faire des abréviations. Cette abréviation, c'est une réforme de la langue qui est prônée par une minorité active. Et le problème que nous avons... Mais c'est pas la réalité. Lisez nos livres, lisez nos tribunes, et vous verrez. Intéressant ce que le sénateur disait à l'instant. Autrefois, c'était l'État qui fixait la langue. Il le faisait de manière autoritaire, parce que nous sommes dans un État autoritaire. C'était l'Académie française qui donnait le là et qui disait ce que la langue devait être. Il y avait Bossuet et quelques écrivains. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est que des minorités actives extrêmement intolérantes et assez dissimulatrices, parce qu'elles ne donnent pas leur agenda exact, sont en train d'essayer d'attenter à la langue et d'imposer des modifications qui déplaisent fondamentalement à la majorité des Français. Mais c'est faux. Ça provoque en réaction, comme ça a provoqué aux États-Unis, la montée des populismes ethnocentristes, des racistes, etc., qui se sentent attaqués dans l'identité même de leur culture. Et on peut les comprendre. Mais du coup, ça donne des phénomènes comme Zemmour et vous êtes d'accord qu'une langue évolue. Oui, mais elle n'évolue pas par décret. Elle n'évolue pas par décret. Elle n'évolue pas en lui imposant des choses qui ne sont pas dans l'usage. Elle évolue par l'usage, tout simplement. C'est anonyme le fonctionnement ça évolue quand même dans les discours politiques ou dans les discours publics. Que depuis le général de Gaulle. Ce que vous nous dites, c'est que vous appelez... Il y a une confusion entre l'écriture inclusive et puis le fameux point médian. Mais quand un politique dit française, français, ou les parisiennes et les parisiens... C'est du langage non sexiste. Vous considérez ça comme du langage inclusif. Ça, on est d'accord. C'est ça qu'on essaye de faire. Et quand on dit Madame la ministre et pas Madame la professeur avec un E, ça me va bien. Oui, la féminisation des Madame la mairesse ou Madame la maire ou Madame... C'est ça l'écriture non sexiste. C'est ce que vous appelez l'écriture non sexiste. C'est ça le langage non sexiste. Il faudrait simplement... Mais ça ne va pas plus loin.
loin. Et si vous pensez même à même ce pronom Yel dont on parle, si vous le mettez dans une phrase... Alors, certes, c'est un pronom non genré. C'est un nouveau pronom qui mélange il et elle et qui n'est pas genré. Mais le pronom nous n'est pas genré. Le pronom vous n'est pas genré. Et ça ne fonctionne pas dans une phrase. Si vous l'utilisez dans une phrase, vous êtes obligé ensuite, il va être accordé avec des noms, avec des adjectifs, avec des participes. Comment ça marche à l'écrit avec le fond médian. Voilà, vous avez bien compris que c'est pas la peine de s'affoler. Donc ça ne marchera jamais. Quand même, donc. Alors, ça marche dans le cadre. Alors, moi, je dis, madame dira peut-être autre chose, moi, je dis, ça marche au pluriel, dans le cadre de l'écriture ou du langage, qui ne veut pas faire passer les femmes derrière la tapisserie, et qui va dire, par exemple, si on parle des étudiantes et des étudiants, plutôt que de répéter les étudiantes et les étudiants, ou elles et ils, on va dire Yel. Oui. Mais on ne va jamais masquer, on va dire elles sont intelligents.es si on écrit, ou elles sont intelligentes et intelligents si on parle. Mais ce n'est pas fait pour masquer, entre autres, ce n'est pas fait pour masquer le genre. Il y a un chiffon rouge là sur lequel tout le monde fonce. On l'a bien compris. Qui est absurde. Sur le rôle politique de la langue, ou même la vision, c'est une vision du monde d'une certaine façon. Oui, tout à fait, c'est une vision du monde, et en fait de dire, il me semble que ce pronom ou l'écriture non sexiste en utilisant les formes masculines et les formes féminines comme les étudiants et les étudiantes, ou en utilisant le point médian, de dire que c'est des injonctions idéologiques de la langue ou des injonctions politiques, c'est oublier que la langue elle-même est quelque part assez politique aussi, et qu'elle représente des visions du monde, et que quand on a dit à une petite fille à l'école pendant des années que le monde était fait de boulangers, de penseurs ou de chercheurs, eh bien elle a plus de mal potentiellement à se projeter dans ce monde-là. Ça a quand même un petit peu évolué. Oui, ça a potentiellement évolué, mais grâce à des personnes qui ont réfléchi à ça et qui maintenant emploient les deux pour parler aux jeunes. Alors, il y a des articles, vous verrez, la plupart des articles de la presse d'aujourd'hui lorsqu'ils parlent prétendument de population mixte, on parle au masculin. On n'utilise que le masculin, l'histoire du fameux masculin dit générique, dont les psycholinguistes savent depuis 20 ans qu'il n'est pas générique, c'est-à-dire qu'il suscite des représentations d'hommes. Eh bien, c'est là partout. C'est pas vrai que c'est mort. D'ailleurs, c'est le plus grand combat qui est devant nous pour les gens qui veulent du langage non sexiste. C'est la fin, c'est sortir du masculin générique. Arrêter de parler des Français, mais des Français et des Françaises. Alors, je reprends la main, j'essaye de ne pas trop vous interrompre les uns et les autres, mais comme il y a beaucoup d'éléments, et il y en a un qui est intéressant à venir grâce à Audrey Vuettaz, il y a eu des échanges au Sénat cet après-midi sur ce thème exactement. Bonsoir Audrey, avec une passe d'armes entre la sénatrice LR Laurence Garnier et la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno. Et oui, la polémique s'invite jusque dans l'hémicycle. Alors la sénatrice et les Républicains Laurence Garnier a commencé sa charge en s'appuyant sur une interview d'Elisabeth Moreno qui a dit que l'entrée du mot Yel dans le dictionnaire n'était pas si choquante. Des propos qui tranchent sur le papier avec ceux du ministre de l'Éducation nationale, vous l'avez dit, Jean-Michel Blanquer. Vous l'avez déjà dit, mais je le rappelle, on ne doit pas triturer la langue française, quelles qu'en soient les causes d'après lui. La sénatrice a donc interpellé la ministre sur cette divergence de position polémique, d'après elle. Chacun a bien compris que valider l'usage du pronom Yel, c'est valider l'écriture inclusive. Parce qu'il faudra qu'on nous explique s'il faut dire « Yel est beau » ou « Yel est belle ». Donc il faudra écrire les deux. Mais pour vous, ça n'est pas si choquant. En réalité, vous cédez au wokisme et au lobby. Vous segmentez la société à coups de poing médian, alors que votre rôle, en tant que ministre de la République, c'est de défendre ceux qui nous rassemblent. D'après elle, valider l'utilisation du pronom Yel, c'est compliquer l'accès à la lecture pour les personnes en situation de handicap, c'est ajouter des difficultés à l'apprentissage de l'écriture et de la lecture quand plus de la moitié des élèves n'ont pas un niveau correct à l'entrée en 6e, ce sont ses propos. Mais la ministre a tenu à se défendre, à préciser sa pensée, dire que ce n'est pas si choquant, ce n'est pas valider l'utilisation du pronom Yel de facto. Je me suis exprimée sur le fait qu'il n'était pas nécessaire, et pour le coup, pardon de vous le dire, mais je suis totalement d'accord avec le ministre Jean-Michel Blanquer, pour dire que je n'étais pas favorable à l'écriture inclusive, point à la ligne. Et je vous le redis, non, je n'ai pas été choquée que le petit Robert fasse son travail et qu'il mette dans un dictionnaire un terme qui est déjà dans la société.
Voilà, pour la précision, tout est dans le détail, vous l'aurez vu. Alors ce qu'on n'a pas entendu dans ces extraits, mais qu'on a entendu très fortement dans l'hémicycle tout à l'heure, c'est l'opposition entre la partie droite de l'hémicycle et la partie gauche. Au moment où la sénatrice prenait la parole, on avait la droite qui l'encourageait très bruyamment et en face, la gauche qui s'opposait tout aussi bruyamment. Donc on le voit, le sujet divise même sur les bancs du Sénat. Merci beaucoup Audrey. C'est vrai Mathieu, c'est un marqueur politique aussi. Oui, c'est un marqueur politique parce que si vous êtes contre l'écriture inclusive ou contre le pronom Yel, vous êtes un afro-réac ou un boomer ou un mâle blanc patriarcal, ou voilà. Et si vous êtes pour, vous êtes forcément un wokiste, quelqu'un qui veut fracturer la nation française, qui assigne les gens à identité au nom d'un combat qui prétend l'inverse. Voilà, on est caricature contre caricature. Encore une fois, on n'arrive pas à réglementer une langue. Ouais. On n'arrive pas à régenter une langue. Il n'y a que les pays totalitaires qui le font. La langue, elle évolue. Nous, c'est une langue qui vient du latin. Il y avait 3 genres dans la langue latine. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez par cœur. On n'en a plus que 2 chez nous. Voilà, c'est comme ça. On ne changera pas une langue avec des textes de loi. Ouais. On avait quand même un sénateur communiste qui disait qu'il était contre parce qu'il ne comprenait pas l'écriture. Voilà, mais cette question-là, c'est la question de la compréhension, parce que la langue, elle est faite quand même pour communiquer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si les gens n'arrivent pas à se comprendre en communiquant, eh ben, l'usage tombera et puis le Yel disparaîtra peut-être du dictionnaire. À l'inverse, si tout le monde s'en saisit, personnellement, je ne le crois pas, parce que je pense que ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait pas en un coup un changement de la langue. Ça prend du temps pour qu'un usage se diffuse. Mais voilà, à ce moment-là. Alors c'est à l'Académie française de valider les évolutions de la langue, mais il y a 6 femmes sur 34 membres aujourd'hui. On a fait le calcul, c'est une Académie française qui est masculine à 83%. Peut-être un peu archaïque, ça, Brice Couturier. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être répondre à ma question. Non, parce que est-ce que c'est pas gênant que l'Académie française soit aussi masculine? Et attendu, oui, c'est sûrement gênant. attendu 1980 pour introduire sa Par contre, j'ai entendu quelque chose avec lequel je suis en complet désaccord. Ça serait que l'idée que ceux qui veulent attenter à la langue, bref, les wokistes sont la gauche, et qu'à droite sont ceux qui le résistent. Je suis absolument en désaccord. Je pense que les woke sont une toute nouvelle gauche qui n'a rien à voir avec ce qu'on entendait ici chez nous par la gauche, et c'est pour ça qu'on n'en comprend pas la spécificité. Il ne s'agit pas du retour des années 60, la lutte féministe et la lutte antiraciste. Il ne s'agit pas d'un horizon d'universalité et d'une égalité. Il s'agit de demander des droits particuliers. Il s'agit d'une sécession d'une partie des minorités et d'une politique agressive de la part de certaines de ces minorités. Contre pas le poids de ce que vous appelez les wokistes. Ah mais non, parce que regardez, aux États-Unis, c'est ce qui nous a amené Donald Trump tout de même. Si Hillary Clinton n'avait pas cédé à la politique des identités qui avait gangréné le Parti démocrate américain, Trump n'aurait jamais été élu. Et nous risquons la même chose ici maintenant avec Zemmour. Si des minorités agissantes, farfelues, continuent à agresser le bon sens, le sens commun de celui qui est porté par la majorité de nos concitoyens, nous risquons de provoquer ce genre de backlash. C'est très dangereux. Il faut arrêter ces folies. Mais on est à des kilomètres du débat sur la langue et sur le dictionnaire. C'est ça le problème. Moi, je vois les enjeux politiques. Je vois les enjeux politiques. Vous voulez continuer. Mais moi aussi, je pense que je vois les enjeux politiques. Notre souci, c'est d'accompagner l'égalité, la progression de l'égalité. L'égalité, ça n'est pas. Vous croyez que ça va vraiment changer quelque chose? Moi, je ne propose pas de changer la langue. Je propose que nous nous débarrassions d'usages sexistes de la langue qui ont été introduits à partir du XVIIe siècle dans cette langue. J'ai fait suffisamment d'études, monsieur, j'ai prouvé ça. Personne, par mes études, par mes recherches, personne ne remet en cause mes recherches. Oui. J'ai fait de la linguistique également. Entre autres, alors suivez le goût du... Enfin, voilà, informez-vous. Et je veux dire, c'est évident que la langue a été masculinisée et nous devons la démasculiniser. C'est la seule chose. On a, pendant des années, parlé des Français seulement. Maintenant, depuis le général de Gaulle, que vous devriez, je pense, apprécier, on parle des Français et des Françaises. Aujourd'hui, on dit la ministre, l'ambassadrice. Il a fallu 40 ans de lutte pour simplement revenir à du français normal. Car parler de l'ambassadrice, c'est comme parler de l'institutrice, c'est du français normal. Nous travaillons pour un français qui soit débarrassé des usages sexistes qu'on y a introduits. Et c'est pas 3 néologismes ou 5 néologismes qui vont
modifier la syntaxe du français, qui vont modifier le fonctionnement du français. Et arrêtons de parler de l'Amérique ou de... Vous utilisez je sais pas, un usage de l'anti-américanisme qui n'a rien à faire ni avec notre société, ni avec notre langue. Allez, on va entendre Olivier Paccaud là-dessus. Démasculiniser la langue française. Comment vous réagissez à ça? J'ai réagi là-dessus. J'ai entendu donc Madame dire nous devons démasculiniser la langue française. Il faut rééduquer en fait. Et j'ai l'impression d'entendre une forme de totalitarisme linguistique. On est dans un néo-totalitarisme linguistique. Et comme ça a été dit sur le plateau, en fait, c'est les Français qui font l'évolution de leur langue. C'est eux qui vont adopter ou pas votre YEL. Et objectivement, mis à part dans quelques assemblées syndicales, et dans un parti qui a pris Mais pardon, Olivier Paccaud, je vais vous interrompre une seconde. Olivier Paccaud, je vous interromps une seconde. Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait de féminiser un nom de métier? Je repose la question. Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait de féminiser un nom de métier? Mais il se féminisera tout seul si, je vais vous répondre très clairement, il se féminisera tout seul si la musicalité de la langue l'encourage. L'ambassadrice, tout le monde l'utilise, mais l'écrivaine, peu de gens l'utilisent. C'est pour ça qu'on a ambassadrice et pas philosophesse, par exemple. Philosophesse, ça passera jamais. Elle est poétique. Et d'ailleurs, je précise que je ne suis pas professeur. Je suis précise que je ne suis pas professeur, je suis professeuse. C'est ce que j'ai dit en vous présentant. De même que... non, vous avez dit professeur. Vous verrez. Alors j'ai écrit professeuse et j'ai dit professeur. Voilà, parce que c'est comme ça que disait Voltaire, c'est comme ça que disaient nos ancêtres, c'est comme ça qu'on dit en français, on dit chanteuse, danseuse, et on dit professeuse et on ne dit pas professeur pour une femme, parce que professeur, c'est un verbe masculin. Mais quand j'écris professeuse, mon correcteur d'orthographe sur l'ordinateur me le souligne en rouge. Bien sûr, mais vous savez, ce sont des êtres humains qui font les correcteurs, qui font les correcteurs orthographiques, et ils vont changer. Alors, on vous a interrompu, Olivier Paccaud, allez-y, terminez votre raisonnement. Écoutez, je ne sais plus exactement où j'en étais, mais la seule chose que je voulais vraiment vous dire, c'est que les Français, dans leur usage courant, ils ne dégenrent pas la langue. Certes. Il ne la dégenre pas. Absolument. Et vous, madame, vous voulez la dégenrer. Pas du tout, je dis le contraire depuis des années. Et ça me gêne terriblement. Voilà, il faut écouter, et Dieu merci, la sagesse, le bon sens que l'on rencontre dans la rue, que l'on rencontre dans les cafés, que l'on rencontre dans les écoles, ils ne sont pas de votre côté. Je ne pense pas vous réconcilier en 40 minutes, mais en revanche, je vais faire avancer le débat avec une image. C'est tout près d'ici, c'est le Panthéon, avec sur la façade du Panthéon cette formule quand, évidemment, on est tous passés devant, enfin, quand on a le bonheur de travailler dans ce quartier magnifique, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est un bon résumé de ce que vous dénoncez dans votre livre, Liliane Viennot? Oui, on vient d'une société sexiste, on vient d'une société où les hommes avaient plus de pouvoir, de place, de valeur que les femmes. Et nous devons, je suis désolée de dire ça, nous devons, enfin, si nous sommes d'accord avec les principes du pays dans lequel nous vivons, qui a déclaré que les femmes et les hommes étaient égaux depuis 70 ans, nous devons réformer ce qui peut l'être. C'est pas facile toujours, mais en tout cas, ce qui peut l'être doit être réformé pour que nous allions vraiment vers l'égalité et que nous cessions de parler des droits de l'homme aujourd'hui. On ne devrait plus parler des droits de l'homme aujourd'hui, mais des droits humains ou des droits des humains ou des droits de la personne. Il y a plein de pays qui l'ont fait et on sera bientôt les seuls à garder cette terminologie qui a été réelle et valable peut-être en son temps, mais qui ne correspond plus à l'état de notre société et en tout cas au désir déclaré de ce que nous voulons faire aujourd'hui ensemble. D'ailleurs, petit retour d'expérience en ce moment dans le quartier, devant le Panthéon, il y a pas mal de mise en place de travaux pour la cérémonie d'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Ce sera le 30 novembre. Elle deviendra seulement la 5e femme panthéonisée après Marie Curie, Geneviève Antonios de Gaulle, Germaine Tillion et Simone Veil. Ça progresse, mais lentement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre au-delà de la langue, Lila Braunschweig? Peut-être rebaptiser les rues de certaines villes. Est-ce que vous y êtes favorable? Donner plus de place aux femmes dans nos villes? Je crois que ça se fait par soi. Ça se fait, il me semble qu'il y a par exemple, Simone de Beauvoir a eu une plateforme, si c'est ça, donc ça se fait. Moi, ce qui m'interroge quand même, c'est cette polémique épidermique autour de ce pronom, de l'entrée
d'un usage en fait dans le Robert, d'un usage certes minoritaire mais qui existe. Et je m'interroge en fait sur pourquoi est-ce que ça a déclenché autant de réactions épidermiques. Et donc on peut se demander en fait si c'est pas quelque part le fait de troubler la binarité ou d'avoir quelque chose qui peut nous faire nous faire envisager le monde autrement que de constituer essentiellement d'hommes et de femmes. Voilà, est-ce que c'est pas ce trouble-là qui a provoqué toutes ces réactions c'est aussi un peu parce épidermiques? qu'il y a un enjeu politique derrière. Si je vais essayer de faire ça sans caricaturer, mais il y a une approche universaliste qui était plutôt la tradition française et qui, au nom de l'universalisme et qui considérait que tout le monde était égaux, il y a certains qui se sont dit et qui sont aujourd'hui plus différentialistes. Vous êtes sympas, on est tous égaux, sauf qu'il y en a qui sont moins égaux que d'autres et qui sont invisibilisés parce que les plus égaux, c'est quand même des hommes blancs dans ce groupe universaliste. Et donc il y a une autre approche qui est en train de monter, j'essaie de vous me corrigerez, mais qui est plus différentialiste, où on reconnaît les différences, alors je sais pas comment on va la qualifier, mais où on doit pouvoir affirmer son identité et la faire reconnaître, et que ces deux tendances-là s'entrechoquent, sans doute parce que ça crée des frictions, ça fait peur aux uns, et parce qu'il y a un agenda politique des uns et des autres. Mais peut-être je me trompe, je n'utilise pas les bons termes. C'est une version du débat, et on peut aussi voir ces revendications, notamment les revendications de l'écriture non sexiste et plein d'autres revendications politiques comme des revendications d'égalité avant d'être des revendications de reconnaissance d'identité. Ce sont des revendications d'égalité universalistes en fait aussi potentiellement. Oui, moi je suis universaliste. Au final, sans doute peut-être le mais même l'universalisme, il y a le vrai et le faux. Le vrai universalisme, il doit faire avec les différences. Il doit reconnaître l'égalité de tout le monde dans les différences. Et quand on pense, je sais pas moi, aux grands hommes, là, c'est pas l'universalisme. Peut-être qu'on a pensé à un moment que des hommes blancs au Panthéon, c'était de l'universalisme. Ça n'en est pas. C'était un faux universalisme. Donc nous travaillons, moi en tout cas, je travaille à réaliser un véritable universalisme qui tienne compte. Mais vous savez bien que dans cette approche différentialiste, il y a aussi une approche identitaire qu'on ne peut pas nier. Il y a aussi une forme d'assignation à résidence en fonction du genre, en fonction de la sexualité, en fonction de la couleur de peau, en fonction de la religion. C'est un autre débat que celui du Robert. C'est un autre débat, mais vous voyez bien que c'est ces deux. J'ai dit qu'on restait pas seulement sur le pronom YEL. Ces deux visions-là qui s'entrechoquent. Sur l'universalisme. Et vous ne pouvez rien faire avec l'écriture égalitaire, avec le différentialisme. Ça n'a rien à faire. Le français, il connaît le français, l'espagnol, l'italien, les langues romaines connaissent le genre masculin et le genre féminin. Et elles se débrouillent avec ça, et elles doivent se débrouiller avec ça. Il nous reste 30 secondes, pardon de vous interrompre. Un mot de conclusion. L'universalisme n'a rien à faire avec ça. Un mot de conclusion. Brice Couturier. Moi, ce que je déplore, c'est l'introduction en France d'une logique qui fait des identités minoritaires des opprimés de nature et qui leur donne une stature politique, qui rentre... On avait un débat droite-gauche, c'était un débat relativement intéressant et organisé. Quand on rentre dans un débat où vous avez des minorités qui, entre elles d'ailleurs, enregistrent énormément de conflits mutuels, parce que l'idée d'intersectionnalité en réalité ça marche pas, vous arrivez dans un autre système politique qui est celui de la lutte des minorités contre une majorité. Merci beaucoup. Et pardon de vous interrompre parce que le temps est vraiment écoulé, et je voudrais citer quand même vos livres. En finir avec l'homme, chronique d'une imposture, cette édition X, Neutrisé, émancipation par le neutre, les liens qui libèrent, et OK Millennials, l'enquête d'un baby boomer sur les mythes de la génération woke chez l'Observatoire. Demain